La République démocratique du Congo d'aujourd'hui laissera place à la République fédérale du Congo. En tout cas, tels sont les propos, n'est-ce pas, du coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, tenu aujourd'hui, jeudi, dans la ville de Goma. Vous savez très bien que la ville de Goma est toujours sous administration de l'AFC M23. Donc, la vision de l'AFC M23 est de passer d'un État décentralisé tel que nous l'avons aujourd'hui, à un État fédéral qui verra, n'est-ce pas, la province du Nord Kivu, entre autres, disons les Kivu, jouir d'une autonomie beaucoup plus poussée à travers le fédéralisme. Alors nous allons devoir aborder ces débats dans cette nouvelle production sur WAB Info Télévision. Évidemment que nous allons aussi revenir sur les propos très chocs du ministre de la Communication congolais Patrick Muyaya, qui a dit dans la lignée de ce qu'avait dit Gilles Alinghetti, que la RDC n'est pas tout à fait en guerre, mais que la guerre ne concerne que quelques pans du pays. Donc on va aussi revenir sur ça. Mais aussi dans la foulée, le président rwandais Paul Kagame vient justement de tenir un point de presse où il revient notamment sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc voilà un peu les trois sujets sur lesquels va tourner cette nouvelle production sur WAB Info Télévision. Une production qui connaît la participation en termes de réalisation de Thomas Zawadi, mais également la participation active de Jeanine Twali, notamment dans les analyses. On va essayer un peu de passer au crible de toutes ces actualités-là avec lui, parce que vous savez très bien qu'il est omniprésent en ce qui concerne les informations politiques au sein de WAB Info Télévision. Donc, voilà un peu les piles dorsales de cette production sur WAB Info Télévision que nous vous convions à suivre. Bienvenue. Je ne serai pas seul sur ce plateau puisque je serai accompagné d'un de fervents, en tout cas journaliste œuvrant dans le cadre des informations politiques. C'est Jeanine Twali que je reçois sur ce plateau. Monsieur Jeanine, bonjour. Bonjour à vous Gaëtan, merci surtout pour tous ces compliments. Hein. Ça m'a donné de chair des poules. Mais comme vous le disiez dans votre introduction, merci tout de même. Merci à tout le monde justement. Ces téléspectateurs qui nous suivent, c'est toujours un plaisir de compter aussi sur eux lorsqu'ils réagissent, lorsqu'ils font des commentaires. Ça nous pousse aussi quand même à continuer à les édifier parce que c'est ça aussi les métiers qu'on s'est donnés. Justement, vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant concernant nos abonnés, alors qu'ils continuent à nous suivre et surtout qu'ils aiment en masse cette nouvelle production sur WAB Info Télévision, mais également qu'ils n'hésitent pas à appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Alors, Jeanine Twali, le ministre Patrick Muyaya, il est dans la lignée de Gilles Alinghetti en disant que la République démocratique du Congo n'est pas généralement en guerre et que la guerre ne concerne que quelques pans du territoire congolais. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Alors, il n'est pas le seul à être dans la lignée de Gilles Alinghetti. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est dans la même lignée parce que lui, il intervenait dans un briefing presse co-animé avec son collègue de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Justin Kalumba. Vous comprenez déjà que les sujets, donc les briefings, c'est beaucoup plus focalisé, donc essentiellement sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi, avec les différentes activités, je crois, on appelle la suite de la table ronde. Voilà, c'est la suite de cette table ronde, donc il fallait expliquer à l'opinion. Et dans la foulée, comme c'est un briefing presse, des questions d'actualité ne manquent pas. On a demandé au ministre Patrick Muyaya, oui, on veut assainir le climat justement entrepreneurial en République démocratique du Congo. Alors, dans ces contextes de conflits armés, est-ce c'est possible? Tout d'un coup, il a répondu avec ce qu'on est en train de dire tous les jours, c'est devenu aussi une habitude, appeler les investisseurs à venir nombrer en République démocratique du Congo pour faire les business. Et c'est dans cette lignée-là que les porte-parole du gouvernement a essayé un peu de rassurer, comme quoi il n'y a pas des... donc toute la République démocratique du Congo n'est pas en insécurité, parce que là, si on le comprend très bien, c'est dans cette logique.
il y a des zones, oui, qui sont frappées, mais sur 2345 1409 km², ce n'est que des provinces. Et il a aussi dit que les deux provinces ne sont pas aussi même occupées totalement. Ce qui veut dire, oui, Goma, Nord Kivu et le Sud Kivu sont aujourd'hui frappés par une insécurité aussi grandissante, mais cela ne veut pas dire que c'est le cas dans toute la République démocratique du Congo. Et pourtant, dans la logique, comme Goma fait partie de la République démocratique du Congo, comme Bukavu fait partie de la République démocratique du Congo, les ministres de la communication, juste par solidarité envers ces peuples, devraient avoir une attitude, de par les actes tout d'abord, mais ils l'exagèrent. Au-delà des actes, parce que les actes, nous les disons tous les jours, nos compatriotes de l'Ouest, nos compatriotes de l'espace équateur, du point de vue attitude, et même du centre. Même du centre aussi. Voilà, là, vous voyez les Grands Kasaï, même une partie du Katanga avec les Lualaba. Vous allez comprendre donc que nous ne sommes pas, il n'y a pas cette solidarité. Et sont dans autre chose pendant que les gens ici sont en train de se préoccuper sur la situation sécuritaire. Et là, c'est le porte-parole du gouvernement. Lui qui nous a, sur le plan forme, il nous a montré une autre image. Vous ne pouvez que voir les fonds de ces briefings. Qu'est-ce qu'on dit? Bendele Kouyaté. Sur la RTNC, on a même changé les graphiques, beaucoup de choses, les slogans, même des nouveaux programmes au niveau de la chaîne nationale, justement pour que les Congolais entrent directement, ou disons, se mettent dans cette fièvre, justement. Le pays est en guerre, le pays connaît aussi une situation sécuritaire qui n'est pas du tout normale, et les Congolais doivent parler le même langage. Et là, qu'est-ce que le Premier ministre le ministre de la Communication vient de faire? C'est de Gilles Alinguete. Je me rappelle lorsque les gens avaient crié sur Gilles Alinguete, avec les propos qu'il avait tenus, je crois, aux États-Unis, où il était en face des investisseurs, il était en train de leur faire comprendre qu'en République démocratique du Congo... Et là, Patrick Mouya était en face des journalistes congolais. Il était en face des journalistes congolais, bien sûr, mais ces propos engagent le gouvernement. Parce qu'il porte la parole du gouvernement. Il était dans la peau du porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous vous sentez choqué par ces propos, ou vous partagez le fait qu'un ministre de la communication doit renvoyer une image plutôt positive du pays en face des investisseurs parce que bon, j'estime que lorsque vous êtes en train de chercher des investisseurs dans un pays, un ministre de la communication ne doit pas dire « chez nous ça brûle ». Le climat des affaires est totalement difficile. Est-ce que êtes-vous choqué plus par l'attitude du ministre, ou carrément vous comprenez sa façon de faire? Alors, d'une part, je trouve l'idéal dans votre question. Quand vous dites oui, les investisseurs, tout ça, ça c'est l'idéal. Mais qu'est-ce que nous faisons justement pour atteindre cet idéal? Aujourd'hui, appeler les investisseurs en République démocratique du Congo, c'est quasi... je peux dire, pas impossible, mais irréfléchi. Pourquoi? Il y a des préalables. Quel est cet investisseur qui va venir avec son argent dans un climat comme celui-ci? Quand je parle de la République démocratique du Congo, je vois aussi Goma, je vois aussi Bukavu. C'est ça. À Kinshasa, que les gens se retrouvent en paix, mais vous devez savoir que le pays, aujourd'hui, est en guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On appelle les investisseurs, et ces investisseurs tardent aussi à venir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont conscients de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Depuis que le président Félix Tshisekedi lui-même avait commencé avec ses appels à l'endroit des investisseurs. Mais quel est cet investisseur qui est sérieux? Vous ne trouvez pas aussi... Je vais y arriver. Parce que je parlais d'abord de l'idéal. Ouais. Mais le ministre congolais Patrick Mouya, oui, appeler les investisseurs, c'est bon. Mais dans la crise actuelle en République démocratique du Congo, est-ce que vous trouvez cela normal d'appeler les gens à venir investir au Congo pendant que nous sommes d'abord censés résoudre ces problèmes, que ce soit à l'interne, que ce soit d'une manière aussi diplomatique comme ça s'est fait au niveau dans plusieurs processus? C'est déjà bon. Mais là où je ne suis pas beaucoup plus d'accord avec les ministres, c'est quand il est en face des journalistes congolais. Il porte la parole du gouvernement congolais. Un ministre, justement, qui doit se mettre dans la peau d'un pays, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez même au président Félix Tshisekedi quel est le préalable pour lui, c'est de ramener la paix dans l'est du pays. Quand la paix sera de retour dans l'est du pays, vous allez voir ce que ça va faire même à Kinshasa.
Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, je vous assure, ils subissent aussi les coûts de cette guerre. Mais quand un ministre vient vous dire, un porte-parole du gouvernement surtout, vient vous dire non, toute la République démocratique du Congo n'est pas concernée. C'est ça qu'il a dit. C'est quand même grave. Comme si nos problèmes ne concernaient pas, les problèmes de l'Est ne concernaient pas ceux-là qui sont à Kinshasa, ceux-là qui sont au centre. Les problèmes de l'Est et surtout que récemment, ou disons dans un passé très récent, le président de la République, Félix Tshisekedi, d'ailleurs on y est revenu dans nos précédentes productions, il disait qu'aucun investissement, aucun partenariat économique ne peut être possible avec la situation qui vit la République démocratique. Donc vous ne vous rendez pas compte que à la fois la démarche du gouvernement de faire appel aux investisseurs, mais également la position du président de la République dans différents salons diplomatiques, vous ne trouvez pas qu'il y a un court-circuit en termes, il n'y a pas de logique dans le fait que pour le président, rien n'est possible aujourd'hui en termes économiques avec la situation actuelle, mais que dans l'entretemps, le ministre Patrick Muyaya est en train justement de mentir, pas de mentir, mais de maquiller la situation de la République démocratique du Congo pour attirer les investisseurs. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un court-circuit, il n'y a pas de logique dans il y a ce court-circuit, il y a ce déphasage aussi entre la position du président de la République et celle du porte-parole du gouvernement, et plusieurs ministres le font. Je vois souvent dans les plusieurs missions qu'ils font, je vous assure, même les pays qui accueillent toutes ces délégations sont surpris de voir autant du monde dans des délégations gouvernementales. Venant d'un pays en guerre. Voilà, venant d'un pays en guerre. Les gens sont surpris et se demandent, mais est-ce que l'un des pays les plus pauvres au monde? L'un des pays les plus pauvres, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les statistiques, la République démocratique du Congo est toujours avec la Somalie. Donc ça veut dire que nous n'arrivons même pas à faire le nécessaire pour quitter justement ces stades-là. Et voilà, les ministres qui a sa communication, le président de la République qui peut faire des sorties médiatiques aussi intempestives, à sa manière, ça veut dire que la communication n'est pas institutionnalisée dans ces pays. Et pourtant, c'est l'exécutif. Oui, il est bicéphale, vous avez les présidents, vous avez les gouvernements, mais tous sont censés, ces deux institutions sont censées bien sûr avoir une même communication. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la limite, c'est le plafond de verre pour Patrick Muyaya, parce qu'on avait même vu lorsque la guerre s'était intensifiée autour de la ville de Goma, notamment dans la foulée de la mort du gouverneur de la province du Nord Kivu, il y avait eu un silence du point de vue communicationnel du gouvernement, un silence qui avait laissé place à beaucoup de tergiversations, beaucoup de rumeurs qui partaient dans tous les sens et les gens commençaient à se nourrir de n'importe quelles informations. Est-ce que vous ne trouvez pas que Muyaya est au bout? Non seulement Muyaya, c'est aussi ça la communication. Puisqu'il ne gère plus. Puisque moi je parle de ça parce que déjà lui, c'est lui qui devrait assurer, avec l'aide de la première ministre bien évidemment, la logique communicationnelle au sein du gouvernement. Vous aviez vu récemment, lors de la prise de Goma, avant la prise de Goma, que le ministre Kaongia avait étalé des stratégies. 48 heures avant la tombée disons, la chute de la ville de Goma, il avait quasiment étalé les stratégies du gouvernement sans en avoir des informations. Tout en rassurant que Goma ne tombera jamais. Après, il y a eu la ministre des Affaires étrangères qui avait aussi donné sa version. Le ministre Muyaya était revenu après en donnant aussi sa version. Donc, vous ne trouvez pas que Muyaya, du point de vue communication, ne contrôle plus rien au sein du gouvernement? Alors, déjà, c'est une évidence. Muyaya, porte-parole du gouvernement, mais vu qu'il n'a pas une politique axée sur une communication aussi institutionnelle, voilà pourquoi vous le voyez dans tous les sens. Sur le plan forme, il peut vous habiller un plateau, très bien. Il peut bien parler français. Bien parler français avec une rhétorique. Bon, on peut avoir la rhétorique sans pour autant convaincre, ça aussi. Moi, peut l'avoir. Mais dans le fond, vous ne sentez pas justement quelqu'un qui maîtrise bien les domaines dans lesquels il est. Pourquoi je l'ai dit? C'est aussi ça. L'exécutif de Félix Tshisekedi. Parce que oui, il y a des fois, il dit une chose, la ministre des Affaires étrangères vient avec autre chose. Donc,
des contradictions totales au sein même de l'équipe gouvernementale. Et là, on se demande, qu'est-ce que le peuple va retenir? Aujourd'hui, Mouya qui vous dit, le président de la République qui fait un discours disant non, nous sommes de cœur avec vous. Les jeunes de Goma, c'était l'adresse, sa dernière adresse aux jeunes de Goma, nous sommes de cœur avec vous, tout ça tenait bon, des histoires pareilles. Après son ministre, s'il vous plaît. Et là, c'est une communication qui doit être institutionnelle, parce qu'il les faisait. Oui, c'est les porte-voix même du gouvernement. Voilà, dans un briefing, le gouvernement débloque de l'argent pour que ces briefings soient bien faits. Et quand Mouyaya se présente là, vous devez savoir qu'il porte la parole du gouvernement. Alors je me demande, est-ce que dans les conseils des ministres, on arrive à aborder toutes ces questions avec beaucoup de sérieux? Voilà un porte-parole qui vient, il parle de la guerre. S'il vous plaît, bien que c'était une question, même pas secondaire, mais une question qui est venue juste dans la foulée, mais ce n'était pas le sujet du jour, mais avec autant de légèreté. Mais c'est grave. Et il faut voir comment est-ce que ces propos sont récupérés aujourd'hui, sont interprétés. Mais je suis plutôt content. Là, je reviens sur la question que vous avez posée, me demandant si je ne trouve pas normal tout ça. Moi, je suis content de ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Pourquoi je suis content? Parce qu'enfin, il nous donne raison. Nous qui venons sur des chaînes de télé pour dire la vérité au peuple. Mais il faut voir une partie de ces peuples, comment est-ce qu'il est en train de nous traiter. Il réagit. Voilà, les réactions de ces peuples-là. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, comme le porte-parole du gouvernement, lui-même vient de dire que la guerre, c'est presque des Gilles Alingueté. La guerre c'est de la répétition. Presque 2000 km. Voilà, il nous rappelle les propos des Gilles Alingueté. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, l'opinion doit nous donner maintenant raison, parce que nous, on disait toujours Kinshasa ne s'intéresse pas de cette question comme il faut. Mais justement, Kinshasa, on y revient, Jenny, parce que on est en train de vivre tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, même avant la chute des villes stratégiques comme Goma et Bukavu. On voyait les réactions notamment des officiels congolais, des dirigeants congolais, un président de la République tout le temps dans des fêtes, dans des événements sportifs. Ce n'est pas du tout exclu qu'un président de la République soit tout le temps au Stade des Martyrs pour assister au match, aller un peu partout dans des voyages, dans l'avion, des ministres plutôt certains dans des boîtes de nuit, des députés qui se battent plutôt pour leurs propres intérêts plutôt que pour les intérêts du peuple et pour les intérêts de la nation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un désintéressement total de la classe politique congolaise, pas de la classe politique, mais du régime actuel vis-à-vis de ce qui s'est passé? C'est de l'inconscience, au fait. Pourquoi? Parce que je donne toujours des exemples. Aujourd'hui, depuis le 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire, je ne refuse pas, mais pour des questions d'actualité, on devrait quand même avoir une séance dans laquelle les députés reviennent sur la situation sécuritaire au pays. On devrait même avoir un député interpeller les ministres de la Défense pour qu'ils viennent expliquer. Imaginez, récemment avec l'entrée au gouvernement du ministre au niveau du budget, Adolphe Muzito, des révélations sont sorties. Comme quoi, les gouvernements, donc les secteurs de la défense, donc les FARDC, tout ce que vous voyez autour des FARDC, ont coûté à la République 963 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba. Avant Jean-Pierre Bemba, juste de janvier jusqu'au mois de juin. Donc, le premier semestre de l'an 2025. La défense du pays a coûté à la République, au trésor public plutôt, plus de 964 millions. Et on rappelle que dans la nouvelle situation, dans le nouveau contexte congolais, les décaissements au sein du ministère de la Défense, c'est en procédure d'urgence. En procédure d'urgence. On ne suit pas la ligne budgétaire. La ligne budgétaire. Et puis, à l'Assemblée nationale, on nous dit, bon, et pourtant, à l'Assemblée nationale, les parlements, c'est l'autorité budgétaire. Non seulement l'autorité budgétaire, mais également le rôle d'un député, c'est de contrôler l'exécutif. Voilà, contrôler l'exécutif. Comment est-ce que l'exécutif fait entrer de diriger les affaires de l'État? Mais aucune séance, aucune interpellation au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, autant au niveau de l'exécutif, nous voyons
ce que vous avez appelé un désintéressement, et moi j'appelle aussi une inconscience aussi totale, au niveau du gouvernement, c'est le cas même dans d'autres institutions, les parlements, même les cours et tribunaux. C'est la même chose, tout ce qu'on a vu contre Kabila, comme quoi les cours et tribunaux se focalisent sur, disons, sur la question pour juger Kabila, mais c'était de la pire politique. Alors, dans l'ensemble, vous allez constater que à l'Est, ici, les gens sont entrés... Et même parce qu'il faut aussi en parler, le peuple, les Quinois, la manière dont ils traitent les gens qui viennent de l'Est, les Quinois pensent que les gens qui viennent de l'Est sont responsables de leur propre misère. De leur propre misère. Et après, même dans les secteurs médiatiques, puisqu'il faudrait qu'on en parle, on a tous vécu la vitrine médiatique de la République démocratique du Congo, c'est la radio-télévision nationale congolaise. On a vu la manière dont la RTNC, juste un exemple, ça ne concerne pas la guerre, mais ça dénote quand même de ces déphasages-là dont vous étiez en train de parler. Vous savez pourquoi à Goma, il y avait, je me rappelle de cet exemple-là très frappant. À Goma, il y avait l'éruption volcanique. Et à la RTNC, on était en train de faire passer des scènes de théâtre ou des campagnes de sensibilisation, comment porter les préservatifs, tout ça. Et ce n'est que 2 jours après que la RTNC avait communiqué sur l'éruption volcanique. Donc, vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de déphasage entre ce qu'il y a à Kinshasa, bien sûr, c'est à 2000 km de la ville de Goma, et ce qui se passe à l'est, disons au Kivu. En tout cas, c'est un déphasage aussi, je peux l'estimer à combien de degrés. C'est énorme, hein, ce qui se passe dans les institutions. Et donc, même les peuples, vous avez parlé bien sûr des Quinois, parce que ces dirigeants, ces députés, viennent d'où? C'est tout ça. Donc, ils sont ici même de ces mêmes entourages avec les peuples. Et quand on voit même certains parmi les leaders politiques qui quittent ici au niveau de l'Est pour aller à Kinshasa, mais ils entrent aussi, donc ils sont envoûtés par tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir à Kinshasa qu'on organise un débat axé sur la situation sécuritaire avec un contenu rassurant. C'est que vous voyez, je voulais le dire, c'est que vous voyez à la RTNC, les plateaux spéciaux qu'ils sont en train d'organiser autour de cette question, parce qu'ils se sont réveillés après beaucoup de critiques, comme quoi on faisait même une comparaison. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Les chaînes rwandaises abordent toutes ces questions comme si c'est le Rwanda qui est agressé. Comme si c'est le Rwanda qui est en guerre. Mais la RTNC, normalement, c'est un appareil idéologique de la République démocratique du Congo. C'est un outil, en tout cas, très important. Comme on le dit, les vecteurs même de l'unité nationale. Mais qu'est-ce qu'on voit à la RTNC pour favoriser cette unité nationale? La RTNC est dans les secteurs médiatiques, c'est que les FARDC sont dans les secteurs militaires. Les léopards, aussi les léopards. Les léopards dans les secteurs sportifs. C'est le porte-étendard justement de la République démocratique. Mais le contenu est un peu évasif. Creux. Je peux dire creux. Vous voyez, ce qu'on voit, les plateaux spéciaux, comme j'étais en train de le dire, les intervenants. Aujourd'hui, il y a un tout petit peu de la matière. Pourquoi? Parce qu'on invite ceux-là qui sont venus de l'Est. Les gens qui ont fui la guerre et qui se retrouvent là-bas. Qui essaient un peu d'apporter... Qui sont des témoins oculaires. Ouais, bien qu'on nous voyons qu'il y a des fois des exagérations. Parce que moi, je comprends, hein, ils sont à Kinshasa. Si vous dites la vérité, par rapport à ce qui se passe, par exemple, à Goma, à Bukavu, bon, vous serez aussi... directement sous les radars. Il y en a de ces Gomatraciens, de ces Bukaviens partis à Kinshasa qui ont été lynchés par des gens, par des Koulouna. C'est ça aussi le problème. Je crois qu'on va en parler, hein, cette question du fédéralisme. Justement, on va en parler. Je crois qu'on va en parler. Mais vous allez comprendre qu'il y a justement un total déphasage entre ce que nous faisons, même la façon de réfléchir. Vous ne pouvez que voir aujourd'hui. Si on veut... Mais malheureusement, c'est ça aussi le problème. Ce sont ces gens-là qui nous représentent. Vous allez voir une Thérèse Kaikwamba qui parle un beau français, qui physiquement, elle a une apparence aussi qui peut plaire aux gens, qui peut plaire aux yeux des gens. Mais moi, je me pose toujours la question, les contenus même disons, de ces diplomaties congolaises à l'extérieur. Mais aussi creux, tout comme le président de la République. Voilà pourquoi on n'obtient toujours pas des résultats. Parce que nous n'abordons pas des questions. Mais Jenny Toali, pensez-vous qu'aujourd'hui,
c'est plus facile parce que la diplomatie vise à attirer des alliés en termes de guerre. La diplomatie consiste à attirer des alliés. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que peu importe la diplomatie que peut mener la République démocratique du Congo avec Thérèse Kayikwamba qui se bat jour et nuit pour essayer un peu d'attirer... Ça dépend aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'imagine parce que elle est devenue quasiment une héroïne au pays. Pour quel résultat? Ben, elle est devenue... Je suis en train de... Qu'on en parle, s'il vous plaît. Justement, nous devons éclairer l'opinion, s'il vous plaît. Nous devons éclairer l'opinion. Pour quel résultat? Avec Thérèse Kayikwamba. Souffrez que j'ai termine ma question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, toute manœuvre diplomatique visant à attirer des alliés pour la République démocratique du Congo est possible avec de tels agissements avec de tels agissements de dirigeants congolais, certains qui détournent des millions, parce que je suppose que vous ne pouvez pas aller demander de l'aide humanitaire à la France pendant que à la veille de votre démarche, vous avez détourné 40 millions. Sauf que même, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible que la diplomatie congolaise puisse attirer des alliés qui peuvent aider la RDC avec de tels scandales, notamment financiers, des scandales de détournement, de mauvaise gouvernance? Je réponds directement en disant, en tout cas, je ne pense même pas. Il y a une raison aujourd'hui pour nous de ne pas obtenir des résultats, parce qu'à l'interne, il y a ces désordres à tous les niveaux, s'il vous plaît. À tous les niveaux, les services sont quasi inexistants en République démocratique du Congo. Et si les services existent, c'est justement pour essayer un peu de mobiliser des fonds. Et ces fonds qui sont mobilisés, c'est pour des fins personnelles. Et là, vous allez voir les dignitaires du régime. Je crois que vous le savez mieux que moi, il y a des rapports aussi qui étalent combien de fois il y a des détournements aussi spectaculaires dans ces pays. Donc, les services sont en train de travailler pour ces gens. Récemment, la justice belge a lancé des recherches sur les comptes bancaires du président de la République. Avec tout ça, mais sur les cas de détournement avoisinant des milliards. Vous allez demander encore des fonds, des prêts, tout ça. Mais quelle est cette organisation aussi sérieuse qui peut justement accéder ou répondre favorablement à votre... Alors justement, donc avec tout ça, le constat est vraiment alarmant, à la fois l'attitude des dirigeants congolais face à ce qui se passe à l'Est, parce que vous avez aussi suivi comme moi la manière dont un député élu de l'Est du pays, lorsqu'il a essayé un peu de sonner l'alerte au niveau du Parlement, comment il a été lynché quasiment par ses pairs, c'est Justin Bitakwira qui a essayé un peu de... Est-ce que les gens peuvent nous dire, parce que les analyses que nous faisons ici, ne vous en faites pas, il y a des gens qui vont dire, non, nous faisons... Mais il y en a déjà qui disent, mes frères, pardon, il faut pas faire des analyses pro-rwandais. Nanga koya lisisu barwandais nayo basili nanzamba. Bon, tout ça, parce que vous connaissez combien coûte... Congo, moi je ne sais pas ce qu'il a voulu écrire. Et puis il y a Eddie Lomboli qui dit Monsieur Kamere vient de l'Est. Dis-nous combien de fois il a souligné la question au Parlement. Mais il est revenu en disant que la plupart des députés ne savent même pas où se trouve le M23, mais qu'ils devaient savoir que la situation est très grave. Ils disent seulement parce qu'ils entendent la radio. Mais ces jours-là, les députés n'avaient pas réagi par rapport à cette interpellation de Kamere, mais ils ont quand même réagi lorsque leurs intérêts étaient un peu entravés. Juste le point d'avenir romain. La manière vigoureuse avec laquelle ils ont réagi, à éjecter le président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est peut-être vous... Là, vous avez répondu directement à notre téléspectateur et dit directement, là, c'est clair. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on est dans autre chose. On n'est pas en train, on ne se focalise pas sur toutes ces questions. Lorsque Bitakwira, comme vous étiez en train de le dire, Bitakwira qui prend la parole pour interpeller ses collègues, leur montre l'urgence aujourd'hui et pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est fait au Parlement, presque lynché verbalement. De laisser... Mais Jenny, comprenez-vous que quelqu'un... Et là, les gens vont nous dire que Bitakwira, il est aussi
rwandais. Il fait des analyses pro-Kagame. Les distributeurs des nationalités. C'est ce que les gens vont nous dire. Mais là, c'est Bitakou. Il y a une question importante que je vais devoir vous poser. Comprenez-vous que un Congolais aujourd'hui puisse traiter des Rwandais quelqu'un qui pense que la RDC n'est pas bien gouvernée? Comprenez-vous cela? En tout cas, je ne comprends même pas. Et je me pose toujours des questions. Ça, c'est quelle manière de réfléchir pour un Congolais? Et d'une part, j'essaie un peu de comprendre. C'est aussi la société dans laquelle nous vivons. Une société dans laquelle le peuple est habitué au mensonge. Une société où les gens ne font que s'intéresser au présent. Donc, le Congolais voit ce qui est présent et puis il ne pense pas à son avenir. Une société aussi où la manipulation... Une manipulation aussi totale, surtout, je dois le dire. Et que les régimes actuels, c'est un régime qui a manipulé cette population, même lorsqu'il était plutôt dans l'opposition. Je parle de l'IDPS. L'IDPS dans l'opposition, comme vous le savez. Des donneurs de leçons. Voilà, même des nationalités. À l'époque, l'IDPS donnait des nationalités aux gens. À tout le monde. À tout le monde. Et ça continue aujourd'hui. Rwanda. Et les gens oublient vite que leurs leaders, les leaders maximaux de l'IDPS, là, je vois les sphinx, comme on le dit, les sphinx délimité. Le fait Étienne Tshisekedi. Il avait noué des alliances avec les Rwandais. Là, il n'était pas rwandais, lui, à cette époque. Que les gens se rappellent. Mais Kagame a proposé jusqu'au début avec son fameux plan pour, disons, finir avec la guerre à l'Est. C'est comme le triangle-là. Justement, il avait proposé tout ce à quoi nous avons abouti aujourd'hui, c'est-à-dire le dialogue avec les M23, mais tout le monde avait, disons, les gens de l'IDPS, les militants de l'IDPS l'avaient traité des Rwandais. Mais on y est aujourd'hui. Oui, parce que... Mais faut-il aujourd'hui traiter Tshisekedi des Rwandais maintenant, puisqu'il est en train de... Non seulement Tshisekedi d'aujourd'hui. Même à l'époque, est-ce que vous savez que l'IDPS, là c'est en 2013, je me rappelle bien, après la chute de DM23, avec le Mamadou, le Baouma, il y avait pour parler de Kampala. Est-ce que vous savez que l'IDPS, avec, je crois, une autre députée là, ils avaient constitué une délégation pour aller, bien sûr, participer à ces discussions-là et plaider pour la cause des DM23 à l'époque. Pour dire ces gens, comme vous le voyez, il faut quand même les intégrer, tout ça. L'IDPS l'avait dit. Parce que l'IDPS considérait à l'époque les M23 comme une opposition militaire armée à Joseph Kabila. Et que donc, comme l'IDPS était une opposition politique et qu'ils partageaient le même ennemi, là, le même adversaire, il fallait pactiser avec 2012-2016. ceux qu'ils considèrent comme... Là, il n'était pas rwandais. Mais aujourd'hui, quand les gens mettent des points de vue pour critiquer leur gouvernance, juste leur gouvernance, et là, on les dit à l'interne tout d'abord. C'est pour le bien de nous tous. Mais les gens vous traitent des Rwandais. Jusqu'à quand? Justement, Jenny Twali, le constat est très alarmant, voir le désintéressement qu'il y a entre l'Ouest et l'Est, voir également le déphasage qu'il y a entre la perception. Et c'est ça la balkanisation. Justement, parce que même le professeur Kaman a parlé de la balkanisation mentale chez les Congolais de Kivu sont jusque-là catégorisés de Rwandais ou d'étrangers par... plusieurs Congolais de l'Ouest et ça fait... C'est déjà une séparation. C'est très grave. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que aujourd'hui l'AFC M23 a tenu à apporter sa vision, à clarifier, disons, à apporter des éclaircissements sur sa vision, puisque il y a encore quelques instants, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, vient justement étaler la vision de l'AFC M23 en disant que l'ancienne République, disons la présente République démocratique du Congo, deviendra la République fédérale du Congo, c'est-à-dire qu'il y aura du fédéralisme. Il l'a fait savoir dans un atelier organisé à Goma, c'est jeudi, en disant ceci, dans notre projection en tant que mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. C'est notre vision. Il a dit dans un atelier où le thème était libellé ainsi, déconstruire la pensée de la balkanisation pour bâtir celle du fédéralisme congolais. Donc, en l'entendre parler, et surtout en faisant
un raccourci avec l'intitulé du thème, puisque le thème veut dire que l'AFCM 23 ne vise pas la balkanisation du pays, mais plutôt le fédéralisme en République démocratique du Congo. On se rend compte que les illusions qui sont aujourd'hui nourries par certains gens qui croient que l'AFCM 23 est venu balkaniser le pays, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous essayez un peu, vous comprenez ces combats-là de l'AFCM 23? Alors, c'est un débat lancé dans l'opinion, partout, là où les Congolais ils peuvent justement aborder ces débats. Chacun peut apporter sa réflexion, parce que c'est Corneille Nangaa qui le dit, mais ce n'est pas une parole d'évangile, ou pour dire, comme Corneille Nangaa l'a dit, comme l'AFCM 23 prône cela, que ça va être possible. Mais bien au contraire, il faut prendre ça et apporter quand même des réflexions y afférentes. Alors, donc, déjà, il faut réfléchir. Il ne faut pas occulter la réflexion. C'est ça, il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Voilà, il ne faut pas interdire de la même manière qu'aujourd'hui, les gens de l'IDPS pensent qu'il y a les changements de la Constitution et la solution du pays. Ils doivent aussi comprendre que les gens doivent réfléchir, sur la question du fédéralisme. Bien que cette question du fédéralisme nous amènera aussi justement au changement de la Constitution. Donc, c'est déjà de la matière pour les révisionnistes. Les révisionnistes. Non, même pas, c'est pas juste une révision. C'est un changement total. Parce qu'on va virer même vers la quatrième déjà, la quatrième république, parce que nous sommes dans la troisième. Donc, ça serait une nouvelle constitution. Même avec tout ça, c'est plutôt à l'IDPS, aux gens du pouvoir, ceux-là qui sont animés par cet esprit de vouloir changer la constitution, de capitaliser ceci. Pourquoi? Pour compléter à leur matière, et justement qui est quand même consciente, qui a de la matière. Pourquoi je l'ai dit? Le fédéralisme, c'est pas la première fois qu'on évoque cet aspect. C'est pas la première fois qu'il est expérimenté en RDC. Voilà, on a des partis politiques qui prônent le fédéralisme. L'INAFEC, du fait Kyungu Wakumans, alliés de l'IDPS aujourd'hui, prônent quoi? C'est le fédéralisme. Prônent le fédéralisme. Il y a plusieurs partis, je crois, DCFN, plusieurs partis justement, même au Katanga, on a, je crois, 2 ou 3 partis politiques, grands partis, qui prônent le fédéralisme. Le fédéralisme en soi, c'est pas mauvais. Pour un pays continent, comme la République démocratique du Congo, imaginez, vous voulez avoir un petit document. Il faut un passeport aujourd'hui. Un passeport. Il faut aller, je ne sais pas où, à passer Kinshasa. par la Tanzanie, pour rallier Kinshasa. Pour avoir les passeports. Mais c'est aussi, là je ne parle pas d'une décentralisation, parce que la décentralisation, oui, c'est bon, mais vous-même vous connaissez. Il n'a pas une autonomie poussée. Une autonomie aussi. Parce que même jusqu'à maintenant, la décentralisation, vous avez vu comment récemment le président de la République a déposé quasiment, a interdit aux assemblées provinciales de voter des motions contre le gouverneur. Est-ce que vous trouvez ça normal pour une province autonome qu'un président de la République instruise à une assemblée provinciale de ne pas voter des motions contre ou de ne pas éjecter le gouverneur de la province? C'est anormal. C'est anormal. Voilà pourquoi. Voilà tous ces éléments. Si vous les mettez ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il est plus qu'urgent. Moi, je ne suis pas ici parce que je n'ai pas encore eu à bien parcourir la vision, le projet de l'AFCM 23. Mais moi, même avant l'AFCM 23, j'étais pour le fédéralisme. Pour quelle raison? Et c'est très, très simple. Il suffit de voir. Aujourd'hui, on nous parle, après avoir mobilisé toutes les recettes, on fait la retenue à la source de 40% pour les provinces. Retenue à la source. Donc, si une province a mobilisé 1 milliard, elle retient combien? 40% de ces 1 milliard. 40% des milliards, c'est 400 millions, je crois. 400 millions. 400 millions. Elle retient 400 millions. Elle envoie les 600 millions à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Au lieu de la retenir à la source, on fait quoi? La rétrocession. Qui parfois n'est même pas constitutionnelle. C'est pas constitutionnel. En plus, Jenny, pour vous compléter, puisque heureusement que sur ces plateaux, il y a 2 politologues,
sommes ici on serait quand même comme journalistes et analystes, mais nous sommes quand même à la base politologues. Le génie du constituant congolais avait même établi pour éviter qu'il y ait un déséquilibre de développement entre les provinces qui ne produisent pas assez. Il avait instauré la caisse nationale de péréquation. C'est-à-dire que cette caisse allait faire en sorte que les provinces qui produisent moins et donc qui retiennent à la source moins de moyens que d'autres puissent bénéficier de la solidarité de provinces qui produisent plus. Ça, c'est la solidarité. Mais jusqu'à maintenant, la caisse nationale de péréquation... C'est ça la question que je voulais poser aussi. Qu'en est-il de cette caisse aujourd'hui? Qu'en est-il de cette caisse? Alors, voilà l'escroquerie. On parle de la rétrocession. Un terme qui n'existe nulle part dans la Constitution. Si vous parcourez les 229 articles, nulle part vous allez trouver là où on parle de la rétrocession. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie tout à Kinshasa et Kinshasa vous envoie bousille tout. Même les 40% n'est pas respecté. On a vu des gouverneurs. Parce que c'est mensuel. Il y a des sujets contre. Moi, je me rappelle à l'époque, Moïse Katumbi, lui, s'imposait. Il retenait les 40% à la source. C'est constitutionnel. On fait la retenue à la source. Donc, avec tout ça, Kinshasa qui ne produit presque pas, parce que Kinshasa vit de quoi? Des recettes sur des routes, fiscales. Des recettes fiscales. Mais Kinshasa n'a pas de ressources. Kinshasa n'a pas de minéraux. Dites-moi, qu'est-ce que Kinshasa ne cultive pas? Kinshasa ne cultive presque rien. Donc Kinshasa, en termes de production, est en dessous par rapport à d'autres provinces. Donc, mais Kinshasa qui consomme plus. Kinshasa vampirise, vampirise les efforts de province. Les efforts des provinces. Malheureusement, en vampirisant tout. Voilà pourquoi Kin est belle. Quelle beauté. Mais belle par rapport aux embouteillages, à la bière. Il y a beaucoup d'argent qui circule de ce côté-là. Mais pas belle par rapport à... On fait quoi avec tout à l'environnement? On fait quoi avec tout cet argent? On fait quoi? Mais il y a des concerts et des karaokés par Peut-être. Mais même pour développer la capitale, c'est tout un problème. Aujourd'hui, il y a des villes dans des provinces qui sont mieux développées. La nouvelle Kinshasa... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais vous n'avez pas suivi les ministres des Transports venir avec un autre projet pour éviter les embouteillages. Il a fait un projet il a communiqué ça qui demandera beaucoup de moyens. Et donc, on sait tous comment. Et la suite, on sait tous. Donc, Kinshasa bouffe une part importante des recettes au niveau national qu'elle ne produit même pas. Et puis, elle envoie aux provinces les miettes. Les miettes, s'il vous plaît. Et face à tout ça, est-ce que les gens peuvent rester dans cette forme actuelle ou passer au fédéralisme? En fait, le fédéralisme en soi n'est pas mauvais. Ça va consacrer une totale autonomie aux provinces, mais pas dans tous les secteurs. Parce qu'il y a les secteurs régaliens, comme on l'a dit, l'armée, l'armée, on n'aura pas un ministre de la Défense au niveau provincial. Non. Mais on aura la justice aussi. Même la justice, bien sûr, même la justice. Il y a une justice fédérale. Donc, il y a les affaires étrangères, il y a la justice, il y a, je crois, l'armée, c'est seulement la défense, c'est seulement la police où on verra quand même une totale aussi autonomie, ce qui est bon. Et là, vous allez voir, les pays seront en train de décoller. Nous aimons tous la République démocratique du Congo. Nous prenons tous l'unité nationale. En parlant de l'unité nationale, on n'est pas contre aussi le fédéralisme. Le fédéralisme n'est pas plutôt contre l'unité nationale, mais plutôt pour que les pays aillent. Imaginez, pour construire une route, ici on vous dit que c'est Kinshasa qui bloque pas que pour construire une route, pour un fil électrique pour que le courant puisse passer, il faut que Kinshasa... il faudrait que tout respecte la ligne... Vous allez à la SNEL, ils vont vous dire non, c'est Kinshasa on attend que Kinshasa... Il faut respecter la ligne. Si vous allez à l'encontre de ça, vous serez suspendu, tout ça, vous allez perdre même votre poste. Et les gens restent comme ça parce que Kinshasa n'a pas encore décidé. Donc à un certain moment, les Congolais sont appelés à réfléchir. Nous sommes appelés à réfléchir. Même des sujets qui créent beaucoup de controverses. Qui créent même des controverses délicates, comme vous le dites. Mais ce sont des sujets, comme nous tous. Chacun même les changements de l'hymne national, on peut y réfléchir. Même les changements de l'hymne national. Mais insérer l'actuel président et son peuple. Bon, si c'est urgent. Les États-Unis sont indépendants, je crois, en 1700.
76, je pense, 1776. Mais c'est avec le même hymne. Hein. Tous ces Il n'y a siècles. aucun nom. Même une virgule, on n'a jamais changé ça. La Marseillaise avec la France. Il n'y a pas général de Gaulle. Pourtant, c'est le général de Gaulle qui a assuré la survie de la France. Toutes ces années, c'est le même hymne national. Alors, Jenny, toi, pour essayer un peu de passer à autre chose, c'est-à-dire le discours de Paul Kagame en point de presse, vous allez devoir très cher. Je profite pour citer certains pays qui appliquent déjà le fédéralisme développé. Il y a le Nigeria. Justement. Les États-Unis, comme on l'a dit. C'est le modèle. C'est le modèle. Les États-Unis. Il y a beaucoup de pays. Beaucoup de pays, même la Belgique applique un peu même la Belgique à sa manière. Parce qu'on peut aussi appliquer un fédéralisme. C'est là que ça devient intéressant d'y réfléchir. On peut appliquer un fédéralisme à la congolaise. On n'est pas obligé de calquer le fédéralisme américain et l'importer, disons, et l'importer en République démocratique de nos propres réalités. C'est que ça représente tout ça. On peut appliquer ça au D'où la réflexion est très importante. Jenny, toi, on va devoir y revenir dans nos prochaines. En tout cas, c'est une matière. On se projette déjà dans le point de presse que vient de tenir le président Paul Kagame, un point de presse animé justement à Kigali, où il a essayé aussi de parler de la situation. Vous savez, c'est devenu une habitude que Kagame ait à répondre à des questions concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant de mettre définitivement un point à ces débats, juste deux questions. Pensez-vous qu'aujourd'hui c'est opportun ou c'est intelligent de opter pour le fédéralisme, disons de basculer vers le fédéralisme sans avoir appliqué correctement la décentralisation? Ça, c'est la première question. Oui. Parce que la décentralisation telle que la Constitution la prévoit et n'a jamais été appliquée à 100% par les dirigeants congolais. Pensez-vous qu'aujourd'hui c'est opportun de basculer vers le fédéralisme sans avoir essayé vraiment la décentralisation? De deux, ne craignez-vous pas que la décentralisation puisse nous faire basculer vers la balkanisation? Parce que c'est aussi ça, théoriquement parlant. Disons le fédéralisme plutôt, parce que théoriquement parlant, nous avons fait tous les Sciences Po, on sait tous que les dangers du fédéralisme, c'est l'éclatement du pays et la scission même du pays. Alors ne craignez-vous pas, comme l'un de nos téléspectateurs, il s'appelle Albert Onadikondo, qui pense que, messieurs les journalistes, ce débat est inopportun. Tous les Congolais savent que ces gens veulent faire la balkanisation du pays. Non, ne craignez-vous pas que permettez, le fédéralisme que pour la FCM23 puisse nous faire basculer vers la balkanisation? Bon, comme je l'ai dit, je ne connais pas les contenus, disons tous les détails de cette idée présentée par la FCM23. Avant cette idée, moi, je suis pour le fédéralisme pour des raisons que j'ai évoquées dans cette émission. Alors, répondant directement aussi à votre question, la crainte. Oui, cette crainte, elle est là. Le fédéralisme qui peut nous faciliter cette balkanisation de la République démocratique du Congo, bien que nous sommes déjà balkanisés, ça je l'ai dit. Mentalement, nous sommes balkanisés. Mentalement. Économiquement, balkanisés. Même aujourd'hui avec la défense. Mais savez-vous combien de pays, disons combien de provinces congolaises riveraines de pays frontaliers aujourd'hui utilisent le monnaie des pays frontaliers? Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a pas des zones où on utilise les francs CFA? À Kinshasa, il y en a. Là, dans le Équateur, là, ils utilisent la monnaie. Comment la monnaie centrafricaine. Les francs CFA aussi. Les francs CFA. Vous allez, on veut la faire avec l'Ouganda. On utilise le. Bounagana, les Chiliens. Ouais, Bounagana avant même l'entrée de l'FCM23, les Chiliens, on les utilisait là-bas. Vous allez RDC n'a plus de souveraineté monétaire. On n'a pas de souveraineté monétaire. Qui dit souveraineté? Mais même la patrouille au niveau de Dourba, de ces côtés-là, Dourba, Mahagi, c'est l'armée ougandaise qui fait la patrouille de ces côtés-là. Les Angolais entrent comme ils veulent chez nous. C'est leur monnaie aussi. Des fois, on utilise, comment on appelle ça encore? Kwanza. Kwanza, c'est la monnaie zambienne. Kwanza. On utilise la monnaie angolaise là-bas. Donc, déjà, les pays, économiquement, il y a cette balkanisation.
mentalement, on est balkanisé. C'est peut-être le fait de concrétiser cela avec un autre drapeau. Qu'on vienne avec un drapeau et puis une république avec un autre nom, c'est celui de la République démocratique du Congo, qu'on dise maintenant que le pays est balkanisé. Mais je vous assure, aujourd'hui, mentalement, on est balkanisé. Il suffit tout simplement de voir comment les gens, nos compatriotes, je le dis bien, nos compatriotes de l'Ouest, certains de nos compatriotes de l'Ouest réfléchissent, et c'est la manière pour les gens de l'Est, leur façon de réfléchir. Ce sont des vérités, et on doit les dire que ça peut passer certaines sensibilités. Les gens de l'Est ressemblent plus aux pays frontaliers de la République démocratique du Congo de l'Est. Mais ça, c'est la nature. C'est la nature. Et il y a plus de rapprochement entre Goma et Kigali qu'entre Goma et Kinshasa. Un Congolais de Goma, un Congolais plutôt, prenons l'exemple de là, pour ne pas encore dire que nous sommes en train de nous focaliser juste à l'Est. Un Congolais de Kinshasa collabore mieux avec un Congolais, avec un Brazzavillois qu'un Goma Tracy. D'ailleurs, il communique bien parce que la langue, elle est commune. Ça, c'est la nature. C'est la géographie. Donc, on restera. Ça nous ramène à la fameuse problématique de frontières. Oh, ça c'est naturel. Beaucoup de peuples, il y a d'ailleurs eu des livres quant à ça, beaucoup de peuples ont été divisés par des frontières pendant qu'ils... Ouais, combien des Congolais qui sont aujourd'hui dans l'espace Congo central, ex-Bandundu, qui sont d'origine angolaise. Ils sont nombreux, même au niveau du Kasaï, ils sont nombreux. Même le président Félix Tshisekedi lui-même l'avait dit. Jusque-là, il n'a jamais contredit cela. Lui-même avait dit que ses parents ont des origines angolaises, sa maman surtout. Lui-même l'avait dit. Mais est-ce que pour ça, on peut dire non, pour l'unité nationale, pour la sécurité, la souveraineté, qu'on l'écarte, tout ça? Non, ça n'a pas de sens. Il y a des questions aujourd'hui qui demandent beaucoup de réflexion et les Congolais doivent en parler. Oui, ça peut toucher certaines sensibilités, mais jusqu'à quand on va rester toujours dans ce contexte? Moi, je pense bien qu'avec la balkanisation, le fédéralisme, ça peut aussi nous aider dans certains secteurs. Ça peut nous permettre aussi d'avancer. Et là, en mettant des garde-fous, et là, c'est la loi qui doit s'imposer, les législateurs, qui doivent voir quelles sont les mesures d'accompagnement aussi efficaces qu'on peut mettre en place pour que le fédéralisme... éviter l'éclatement du pays. Voilà, pour éviter cette balkanisation. Alors, Jenny Toali, merci beaucoup pour cette réflexion. Je crois que la plupart de nos abonnés qui nous suivent sont de plus en plus édifiés. Alors, on va finir, mais avant de finir, il faudrait que l'on parle brièvement de... C'est que ça... Vous êtes prêts pour qu'on parle de propos de Paul Kagame qui s'est redit parce que ce n'est pas dit tout nouveau. Paul Kagame qui a encore dit une fois de plus qu'il y a des blocages pour que la paix ne revienne pas à l'Est. C'est les dirigeants congolais qui ne font pas véritablement avancer la machine. Il a dit ceci: le problème est localisé. Le problème se produit au Congo, mais il semble que les dirigeants s'en désintéressent ou l'ignorent. Ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils sont tout le temps dans l'expectative. Ils tiennent des discours différents. Mais où qu'ils aillent, leur seul objectif est d'imposer des sanctions au Rwanda. Trouvez-vous ça que... Alors, c'est pas nouveau. Ça, je l'ai dit tout d'abord. Mais je suis un peu surpris avec l'attitude, que ce soit au niveau du Rwanda, que ce soit même l'attitude du gouvernement congolais, donc de la RDC. Pourquoi? Chacun accuse l'autre. Kinshasa qui va dire du coup, les choses n'avancent pas parce que Kagame est de mauvaise foi. Qui bloque la machine? Je vais y arriver. Kinshasa qui vous dit ça n'avance pas parce que les Rwandais n'est pas de bonne foi et n'a pas justement cette volonté de faciliter les choses. Kagame qui fait une communication, il vous dit ça n'avance pas parce que tout ça, les dirigeants congolais ne s'intéressent pas trop à toutes ces questions. Alors dans tout ça, moi je crois que les Rwandais, la RDC et d'autres mouvements qui interviennent, la FCM23, sont tous acteurs dans ces conflits. Ils doivent tout faire justement pour que les choses marchent bien. Et ça ne sera pas... C'est tripartite. Ouais, bon, pas seulement tripartite, parce qu'il y a aussi la donne internationale qui entre en compte. Alors, déjà, les faits là, les jeux de ping-pong, des accusations... de patates douces. Personne ne peut tenir la patate disons la patate chaude. Ça fait ce que nous faisons sur place. On n'avance pas.
Donc, il serait mieux de quitter cette étape-là, les accusations mutuelles, et qu'on essaie un peu d'avancer. J'aimerais même voir tous ces acteurs importants dans la région qu'ils restent même silencieux à un certain moment et qu'ils passent par des actes. Ça serait mieux. Nous savons tous que Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer à Washington. Mais peut-être à Washington, ils vont... Pensez-vous que Donald Trump leur imposer... Bon, Donald Trump est aussi dans les spectaculaires, hein, faut le dire. Mais les spectaculaires qui fait avancer... C'est un showman. Hein? Oui, justement, mais les spectaculaires qui fait avancer, pensez-vous que Donald Trump peut taper du poing sur la table et leur dire... Mais lui, voilà, lui il a déjà fini. Même à ce stade, il peut arrêter. Il a déjà fait même des communications dans lesquelles il est en train de nous dire comme quoi. Oui, parce que pour Kagame, c'est Kinshasa qui ne veut pas résoudre le problème du Congo. Et Kinshasa va vous dire que c'est Kigali qui est de mauvaise foi et qui continue de... Donc c'est un jeu. Et le M23 qui dit que Kinshasa continue à bombarder. Voilà pourquoi je suis surpris, parce qu'après la signature de l'accord de Washington, les deux parties étaient censés déjà quitter ces stades-là et avancer. Mais bon, je constate encore qu'il y a des statu quo, donc beaucoup reste à faire. Donc dans l'ensemble, ce sont des propos juste pour que les publics consomment, mais on n'a pas grand-chose à retenir. Oui, le président Paul Kagame a aussi parlé de la fameuse réouverture de l'aéroport de Goma qui devrait intervenir à la fin de l'année selon la promesse. L'aéroport de Goma qui reste aussi... Selon la promesse de Félix Tshisekedi, l'aéroport de Goma devrait être réouvert à la fin de l'année. Là, on est déjà à la fin de l'année, on se demande encore quand. C'est impossible. Mais voici le propos de la réaction de Kagame par rapport à ça. Si quelqu'un veut Goma, pas de problème pour quelque raison que ce soit. Goma n'appartient pas à Kagame. Et justement, qu'il s'agisse de problèmes douaniers ou de ceux qui tolèrent les intrusions dans la rue, Goma est entre les mains de certaines personnes. Allez leur parler. Parce que justement, là, c'est vraiment dans les continuums de propos du ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndungire, qui a récemment déclaré que si Kinshasa veut réouvrir l'aéroport de Goma, il devra d'abord consulter les M23 et associer les M23 à cette initiative. Est-ce que vous trouvez que justement c'est la procédure à faire, vu que les M23 sont des autorités de fait, c'est eux qui contrôlent Goma et donc par ricochet disons l'aéroport de Goma? Pensez aussi comme Kagame et comme le ministre des Affaires étrangères rwandais que Kinshasa doit à tout prix au préalable consulter les M23 ou associer les M23? Juste associer les M23, c'est une obligation. C'est impossible que... Si vous ne voulez pas les associer, venez alors les chasser de Goma. Et puis... Avec la force. Peut-être. Et puis, rendez opérationnel l'aéroport de Goma. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, vous pensez aussi comme le ministre rwandais que c'est un non-sens absolu? Et les gens aiment les ministres rwandais ou les détestent, mais sur ces points, il a raison. Moi, j'ai toujours dit, les Congolais ayons cette facilité d'accepter la vérité. Aujourd'hui, comment vous voulez ouvrir l'aéroport de Goma sans pour autant associer la FCM23? C'est eux qui contrôlent Goma. C'est eux qui contrôlent Goma, la FCM23. Alors, la promesse de Tshisekedi, tenait sur quoi? Non, vous avez Tshisekedi, bon, souvent les régimes, veut montrer à l'opinion congolaise surtout, comme quoi ces gens-là, on ne discute même pas avec eux, on ne les considère pas. Mais en coulisses, ils savent juste que ces gens, on doit les associer. Ils savent très bien, mais ils ne veulent pas justement montrer à l'opinion parce que ils ont donc cette opinion a consommé beaucoup de choses venant de ces régimes. Comme quoi, l'AFCM23, ces gens... Et beaucoup de gens sont réceptifs. On ne peut jamais discuter avec beaucoup de gens sont réceptifs. Beaucoup de Congolais sont... Mais c'est ça, ils sont en train de discuter avec l'AFCM23 aussi. Au niveau des Doha. Et je peux vous assurer cela. Parmi les 8 points abordés, il y a là où le fédéralisme intervient. Justement. Cette question de fédéralisme. Et fera objet même des discussions à l'interne. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans l'ensemble, vous allez constater qu'on a bien sûr les autorités de Kinshasa qui ne veulent pas admettre les liens, ou disons, ces échanges qui existent entre déjà du fait qu'ils sont et en pleine, déjà qu'ils ont signé, Kinshasa a signé
un accord cadre avec la M23. Ils sont d'office devenus partenaires. Ce sont des partenaires. Et dans ces partenariats, qu'ils abordent aussi la question de l'ouverture de l'aéroport de Goma avec l'AFC M23. Pas avec le Rwanda. Paris peut intervenir, Doha, je ne sais pas qui, mais directement, il faut discuter avec l'AFC M23 pour définir les modalités de l'ouverture de cet aéroport. Si on ne le fait pas, on sera toujours en train de raconter n'importe quoi et le public sera toujours en train d'être emporté dans les mensonges. Justement, l'aéroport, la réouverture de l'aéroport de Goma pour constituer les corridors humanitaires, c'est devenu l'urgence. On ne parle pas des vols. Justement, c'est devenu l'urgence absolue de Félix Tshisekedi. Il a fait allusion à ça, notamment lors de la dernière conférence de Paris pour la région de Grand Lac. Il y est revenu aussi il y a quelques jours lors du sommet UE-IA. Tenu à Luanda, donc c'est devenu l'urgence absolue sur lesquelles se tourne aujourd'hui le gouvernement congolais. Alors, monsieur Jenny Twali, on a vraiment passé en revue l'actualité chaude, les actualités chaudes de ces jeudis. Sans gants. Juste de ces jeudis, parce que on va passer en revue les actualités chaudes de la semaine. Ouais, justement, les actualités chaudes de la semaine. Un rendez-vous que nos abonnés doivent prendre déjà pour demain vendredi avec les actualités chaudes de la semaine. Aujourd'hui, on est ne serait-ce qui est revenu sur les actualités chaudes de ces jeudis. Il y en a eu plein. Il y a eu les dossiers concernant la réouverture de l'aéroport. On a parlé aussi de discours choc de Patrick Mouyaya. On a aussi parlé du désintéressement existant aujourd'hui, qu'on l'ait mis ou pas. Les discours de Patrick Mouyaya prouvent déjà des désintéressements. Là. Ces désintéressements, et qui parle de ces désintéressements, on voit déjà la balkanisation, malheureusement. Mais les gens, idéologiquement, nous sommes déjà balkanisés. Nous sommes balkanisés. Malheureusement. Ça n'engage que toi. Idéologiquement, nous sommes déjà balkanisés. Quant à nous, nous fixons rendez-vous prochainement pour d'autres actualités chaudes et plus de décryptage et d'ailleurs des analyses à foison puisque, n'est-ce pas, Wab Info tel que nous vous rappelons tous les jours reste le meilleur abreuvoir pour des informations vérifiées, bien scrutées et surtout bien analysées. Thomas Zawadi était à la réalisation pour cette production sur Wab Info Télévision et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.